Bonjour à toutes et à tous. Alors hier, j'ai été assez estomaquée par la réponse de la ministre des Solidarités, dont je ne sais même pas pourquoi c'est elle qui a répondu à la question, d'ailleurs, c'était pas logique, à Gabriel Catala, qui posait une question sur la position de la France par rapport à Israël et par rapport au Liban. Voilà, je vous laisse écouter déjà la question au gouvernement et la réponse de Aurore Berger, puisqu'il s'agit d'elle, que j'interromprai quelque peu. Voilà. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci. La parole est à présent Madame Gabrielle Catala pour la France Insoumise. Merci, Présidente. Monsieur le Premier ministre, 100 sites en 10 minutes. Le 8 avril, au Liban, Israël a bombardé 100 sites en 10 minutes, quelques heures à peine après l'annonce d'un cessez-le-feu avec l'Iran. Plus de 300 personnes ont été assassinées en une seule journée. Au Liban, Israël a déjà ôté la vie à plus de 2000 personnes. 600 enfants ont été tués ou blessés. À Gaza, le génocide se poursuit. En Cisjordanie, le nettoyage ethnique se poursuit. 34 nouvelles colonies seront implantées et s'ajouteront aux 68 déjà établies par le gouvernement Netanyahou depuis 2022. L'action meurtrière d'Israël suit implacablement son cours. Face à elle, seules deux attitudes sont possibles pour un pays comme le nôtre, le refus de l'impunité ou la complicité. Le refus, c'est réclamer la suspension de l'accord d'association entre l'UE et Israël, comme l'a fait l'Espagne. Notre initiative citoyenne européenne a d'ailleurs atteint cette nuit le million de signatures pour contraindre la Commission européenne à suspendre cet accord, un record de rapidité pour une telle initiative sans aucun soutien et relais médiatique. Mais votre gouvernement a choisi le camp de la complicité, absence de sanctions, livraison d'armes à Israël ou encore citation raciste quand M. Barrot fait sien les propos génocidaires de Golda Meir. Même l'Italie de Mme Meloni a annoncé suspendre son accord de défense avec Israël. Pire encore, vous maintenez à l'ordre du jour la loi Yadan qui essentialise nos compatriotes juifs pour vous en prendre à ceux qui dénoncent un génocide plutôt qu'à ceux qui le commettent. 5 rapporteurs des Nations Unies vous appellent à retirer ce texte. Comptez-vous donner suite à leurs demandes? Car en réalité, le vote de cette loi ne serait qu'un cadeau de plus au gouvernement suprémaciste de M. Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, un État qui a violé 1201 résolutions des Nations Unies depuis 1947, qui extermine des civils dont des milliers d'enfants, tue des casques bleus, installe des colonies illégales, annexe ses voisins, instaure la peine de mort raciste, peut-il être un allié de la France? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Bon, monsieur le député, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Seule Madame la ministre là. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Ministre. Madame la députée, la France, depuis le début, c'est-à-dire depuis le 7 octobre 2023, a tenu une ligne. Alors là, je commence par l'arrêter depuis le début. Le début de quoi? C'était pas le début, le 7 octobre 2023. Hein. Ça a été le début du génocide, en fait. Ça a été les prémices du génocide. Mais ça n'est le début de rien du tout dans l'histoire d'Israël et de Gaza. Donc voilà, depuis le début. Déjà, ça commence bien. On continue. A tenu une ligne claire et sans aucune ambiguïté. La condamnation sans appel des attentats terroristes perpétrés par le Hamas, qui a coûté la vie à 51 de nos compatriotes, et une demande claire vis-à-vis d'Israël par rapport au soutien à la population civile. La France a été le premier pays à se mobiliser pour l'aide humanitaire à Gaza, le premier pays à apporter son aide humanitaire à Gaza. Ce que vous faites dans votre question, c'est lié... Alors voilà, c'est leur truc. Les macronistes, ils nous sortent toujours ça. C'est que la France a apporté de l'aide humanitaire à Gaza. Mais apporter de l'aide humanitaire, d'accord, mais ça n'a pas arrêté Israël. Donc la France n'a jamais rien fait pour stopper Israël. Quelques petites déclarations, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais on a laissé passer Netanyahou au-dessus de notre pays alors qu'on aurait dû l'arrêter.
Selon la décision de la Cour pénale internationale, il y a quand même un mandat d'arrêt contre Netanyahou et nous, on le laisse passer tranquille. Bon, voilà, la France, elle n'a rien fait. Mais les macronistes se contentent d'avoir envoyé de l'aide à Gaza. C'est tout. Vous faites dans votre question, c'est lié une situation géopolitique, une situation humanitaire que la France a systématiquement dénoncée avec clarté, avec une proposition de loi qui vise et sans ambiguïté à condamner les formes renouvelées d'antisémitisme dans notre pays. Et notre pays doit... Sans ambiguïté, j'aime bien le mot « sans ambiguïté ». Elle affirme que cette loi n'a aucune ambiguïté. Enfin, cette proposition de loi, pour l'instant, ça n'est qu'une proposition de loi. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Notre pays doit répondre avec clarté. Notre pays doit avec clarté condamner quand il y a des civils qui sont en souffrance et apporter un soutien clair et sans ambiguïté. Mais notre pays doit avec clarté combattre partout et tout le temps l'antisémitisme partout où il se trouve. J'invite toutes celles et ceux qui ont signé la pétition, parfois sans la lire. Oui, mais bien sûr. Il y a 700 000 signatures. Là, maintenant, on en est à 700 000, un peu plus. Mais on signe sans lire. On est des imbéciles, quoi. On signe sans lire. On donne notre identité avec France Connect, ce qui est un risque, parce que si la loi Yadan, elle passe, même rien que les personnes qui ont signé peuvent être embêtées. Elles peuvent être scrutées. Maintenant, c'est très facile, même 700 000 personnes. On peut vérifier très rapidement, avec les moyens technologiques qu'on a, leur passé, ce qu'ils ont écrit sur Internet, des choses comme ça. Donc, c'est prendre un risque que de signer cette pétition. Mais non, on n'a pas lu, on n'a pas compris. Chez les macronistes, c'est toujours la même chose. C'est pas qu'on est contre, c'est qu'on ne comprend pas. C'est toujours comme ça avec eux. À lire le texte de la proposition de loi, à voir que dans le texte de la proposition de loi, il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. Alors, on va vérifier ça aussi. Elle a raison, dans le texte lui-même, il n'y a pas le mot Israël. Mais on va le regarder, le texte, tout à l'heure. Israël n'y figure jamais. Le mot Israël n'y figure jamais. Je vous invite à lire ce texte. Je vous invite à voter un texte qui est un texte de protection vis-à-vis de nos compatriotes juifs. Nos compatriotes juifs s'interrogent. Alors, qu'est-ce qu'elle dit des compatriotes juifs, parce qu'il y en a énormément, qui sont contre ce texte, qui l'ont expliqué en long, en large, en travers. Il y a des textes de l'Union juive pour la paix, il y a des interviews de Tzedek, de l'Union juive pour la paix, ou de gens qui ne font pas partie forcément d'une association, mais qui sont juifs, et qui disent « ce texte nous fait peur ». Parce que, justement, essentialiser tous les juifs avec l'histoire d'Israël, parce qu'elle peut bien dire ce qu'elle veut, mais la proposition de loi est bel et bien liée à Israël, et on va le voir, et beaucoup de juifs disent que, justement, ce sont ces personnes-là, comme Aurore Berger, comme Caroline Yadan, qui provoquent encore plus l'antisémitisme qu'il n'y en avait avant. Parce qu'ils font systématiquement le lien entre Israël et la religion juive. Ils disent toujours Israël, l'État juif. Bon, il n'y a pas déjà que des juifs en Israël, et tous les juifs ne vivent pas en Israël, et tous les juifs n'ont pas envie d'y aller, et beaucoup de juifs sont tout à fait opposés à la politique qui s'y déroule actuellement. S'interrogent sur leur avenir dans notre pays, dans leur pays. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans notre combat face à l'antisémitisme. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans le combat contre l'antisémitisme. Oui, effectivement, ça serait très bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce combat-là. Mais malheureusement, il y en a. Maintenant, on va regarder, puisqu'elle nous le demande, et peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, le texte de loi. On va les voir. Donc c'est la proposition de loi numéro 575. C'est une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme.
Alors, elle est présentée par, en premier lieu, Caroline Yadan et Aurore Berger. Je vous donnerai le lien vers la page là, que je suis en train de regarder. Vous pourrez aller voir vous-même, parce que si je lis tous les noms, ça va prendre énormément de temps sur cette vidéo. Alors là, on a d'abord un exposé des motifs. Quand il y a un texte de loi, il y a en préambule un exposé des motifs. On va compter le nombre de fois où le nom d'Israël est prononcé, puisqu'elle dit qu'il n'est jamais prononcé dans la loi, dans le texte de loi. Effectivement, elle nous demande de lire. On lit l'exposé des motifs. Depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, la France fait face, comme de nombreux pays occidentaux, à une insupportable recrudescence de l'antisémitisme. D'après les données du ministère de l'Intérieur, durant les 3 mois qui ont suivi ce massacre, le nombre d'actes antisémites a égalé celui des 3 dernières années cumulés. Sur le premier semestre 2024, 887 actes antisémites ont été recensés dans notre pays, soit un quasi-triplement en un an. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, au cours de l'année scolaire 2023-2024, les actes à caractère antisémite recensés au sein des établissements du premier et second degré ont plus que quadruplé, passant de 400 à 1670. Cette réalité est corroborée par les principales associations engagées dans la lutte contre l'antisémitisme, qui ont vu exploser le volume de signalements de victimes ou de témoins confrontés à des actes antisémites. Alors moi j'aurais bien aimé qu'elle, entre parenthèses, elle signale quelles sont ces associations engagées dans la lutte contre l'antisémitisme. Parce que certaines associations, comme le CRIF ou l'OJE, sont des associations sionistes qui ne se contentent pas de lutter contre l'antisémitisme, mais qui, ouvertement et sans cacher, luttent contre l'antisionisme. C'est précisé sur leur site internet. Donc je continue la lecture. De tels actes touchent notre République en plein cœur et constituent une atteinte évidente à la démocratie, à l'état de droit et à notre pacte social, faisant ressurgir les moments les plus sombres de notre passé. Plus de la moitié des actes antisémites recensés en 2023 portent atteinte à des personnes, violences physiques, propos ou gestes menaçants, tracts et courriers. Alors que les Juifs comptent pour moins de 1% de la population française, les agressions antisémites représentent désormais 57% de l'ensemble des agressions racistes et antireligieuses dans le pays. Bon, ça, effectivement, lutter contre l'antisémitisme, c'est normal et c'est bien, il faut le faire. Mais le problème, c'est que quand on mélange antisémitisme et Israël, là, il y a un problème. Ça ne peut pas aller. Je continue la lecture. De plus, selon une vaste enquête publiée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en juillet dernier, près de 83% des Juifs interrogés disent se sentir obligés de cacher leur identité en France. Donc effectivement, si de nombreux Juifs se sentent obligés de cacher leur identité de Juifs, ça pose un problème. S'ils ont peur, c'est pas normal. Après, il faut essayer de chercher pourquoi. Cette dynamique alarmante met en exergue la résurgence d'un antisémitisme qui, loin d'être résiduel, tiens un petit clin d'œil à Mélenchon, constitue une menace prégnante, ancrée dans le quotidien de nos concitoyens et suscitant chez eux un profond sentiment d'insécurité et d'abandon. Derrière ces chiffres se cache un phénomène plus inquiétant, la banalisation de l'antisémitisme, lequel s'infuse dans les consciences dès le plus jeune âge et se déploie à grande vitesse sous des formes plus insidieuses. Je ne vois pas où il y a la banalisation de l'antisémitisme actuellement, en tout cas pas dans les médias et pas au niveau politique. Ça c'est faux. Ce qui est banalisé, c'est plutôt l'islamophobie parce qu'on la met à toutes les sauces, tous les jours sur les télévisions, essentiellement sur CNews, mais pas que, il y a des propos islamophobes qui sont tenus, alors que des propos antisémites, il n'y en a pas. Voilà. Et ceux qu'on prête à la France insoumise, ils sont, en réalité, ils sont instrumentalisés et ils sont faux. Je reviendrai tout à l'heure sur un petit passage de l'interview de Manuel Bompard ce matin, à ce propos-là. Alors, aujourd'hui, la haine anti-juive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l'égard d'Israël. 2.
Donc voilà, là, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, essentialiser les Juifs avec Israël. Donc Israël, régulièrement délégitimé dans son existence, est criminalisé. Israël est criminalisé, délégitimé dans son existence. Bon, on lui laisse la responsabilité de ses paroles. Ce phénomène est exacerbé par des esprits extrêmes qui, sous prétexte d'exprimer leur haine à l'égard d'un État, sont les instigateurs d'un antisémitisme réinventé que l'on pourrait qualifier de géopolitique. Bon, ça vise essentiellement et exclusivement la France insoumise. On ne compte plus aujourd'hui, lors de manifestations ou sur les réseaux sociaux, le nombre croissant de propos appelant à la destruction d'Israël. 3. S'il appartient à chacun d'avoir une opinion sur la politique menée par un État, rien ne saurait justifier sa négation, un appel à sa disparition ou à son anéantissement. J'ai jamais entendu personne dire qu'il fallait anéantir Israël, ni qu'Israël disparaisse, ni la négation de l'existence d'Israël. Ou alors ça va être des extrémistes, mais enfin, on n'en entend jamais. On n'entend pas ça. Pis encore, la comparaison de l'État d'Israël, 5, au régime nazi est devenue monnaie courante. À cet État, le terme nazification, employé pour qualifier l'État d'Israël, 6, lève tous les interdits et légitime les agressions contre les Juifs. Vous lisez bien, on lit. À cet égard, le terme nazification employé pour qualifier l'État d'Israël légitime les agressions contre les Juifs. Bon. Comme l'écrivait Vladimir Jankélévitch, et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis? Ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre, ils auraient mérité leur sort. Mais on ne dit pas que... Personne ne dit « les Juifs sont des nazis ». J'ai jamais entendu cette phrase-là, « les Juifs sont des nazis ». Par contre, l'État d'Israël, le gouvernement israélien, se comporte comme autrefois les nazis. Oui, on a entendu cette phrase. On l'a entendue, même prononcée par des Juifs eux-mêmes. C'est ça qu'il ne faut pas mélanger. Voilà, donc les Juifs n'ont pas mérité leur sort, pas plus que les Palestiniens ne méritent le leur actuellement. Cette haine de l'État d'Israël, on en était à combien? 5, je crois. Donc ça fait 6. Ou 7. 7, je recompterai, de toute façon. Est aujourd'hui consubstantielle à la haine des Juifs. Voilà, il y a une insistance dans cette présentation de la loi, une énorme insistance à rattacher Israël à toute la communauté juive dans son ensemble. C'est clair et net. L'appel à la destruction de cet État parce qu'il forme un collectif de citoyens juifs, ben non. C'est pas parce qu'il forme un collectif de citoyens juifs, c'est parce que c'est un État fasciste, voilà, d'extrême droite, suprémaciste, voilà. Et c'est l'État qui devrait être renversé. C'est pas le pays lui-même, ni les Juifs. Ça n'a rien à voir. Alors, l'appel à la destruction de cet État, parce qu'il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s'attaquer à la communauté juive dans son ensemble. Non. Le même raisonnement s'applique lorsqu'on parle de nazification de l'État d'Israël et de sa population. Il s'agit de manifester sa haine à l'égard des Juifs. Ça ne tient pas debout, cette phrase. C'est pas parce qu'on traite quelqu'un de nazi que ça veut dire qu'on a de la haine pour les Juifs. Enfin, ça ne tient pas debout. Depuis près d'1 an, cette détestation dont fait l'objet Israël est utilisée comme prétexte pour s'en prendre à nos concitoyens juifs, cible de harcèlement, d'injures, menaces, crachats, violences physiques, viols, touchant jusqu'à nos enfants. Alors c'est vrai en partie ça, mais pourquoi c'est vrai? Parce que justement, des gens comme Caroline Yadan et puis tous ceux qui défendent l'État d'Israël font l'amalgame entre Israël et les Juifs. C'est à cause de ça
qu'il y a une recrudescence d'actes antisémites, en partie à cause de ça, en grande partie à cause de ça. Parce que si on ne parlait que de l'État d'Israël en tant que tel, sans jamais prononcer le mot juif à côté du nom d'Israël, il n'y aurait pas ce problème. Et qui met toujours le mot juif accolé au nom Israël? C'est pas la France insoumise, c'est pas les musulmans, c'est pas les gens qui défendent la Palestine. Non, ce sont les gens qui défendent Israël. Ce sont eux qui font ça. Il y a bien une instrumentalisation évidente de l'antisémitisme, justement aux dépens des Juifs. Alors, où j'en étais? Les lieux mémoriels, culturels et cultuels sont également pris pour cible, comme en témoignent les profanations de plaques commémoratives ou les incendies survenus aux synagogues de Rouen et de la Grande Motte en mai et août 2024. Bon, ça, voilà, ce sont des actes antisémites, effectivement, qu'il faut punir, combattre et punir. Il y a la même chose contre des actes avec des actes islamophobes et des actes christianophobes, je crois que ça se dit comme ça. Ces formes renouvelées de l'antisémitisme, l'appel à la destruction d'Israël et sa comparaison à un régime nazi, s'enracinent dans les consciences en toute impunité, reprenant la rhétorique de mouvements reconnus comme terroristes tels que le Hamas ou le Hezbollah. La parole antisémite désinhibée n'est plus l'apanage des prédicateurs de la haine et de l'extrême droite, mais prospère au sein de nos écoles et universités ou sur Internet, au point d'être banalisée, légitimée, stigmatisant Israël de façon d'autant plus injustifiée que cet État est le seul de la planète à qui l'on interdirait désormais d'exister. C'est pas tout à fait vrai. Qui remet en cause l'existence de l'État afghan depuis le retour des talibans? Personne. Qui remet en cause l'existence de l'État iranien depuis le retour des mollahs? Personne. Seul Israël est ainsi constamment stigmatisé. Mais si Israël est stigmatisé, c'est pas parce qu'il existe, c'est parce qu'il colonise, parce qu'il massacre, parce qu'il agresse systématiquement, et depuis 80 ans maintenant, les territoires environnants. Voilà, c'est pas parce que c'est un État juif. Ce constat implacable doit nous interroger sur la manière de combattre ces formes renouvelées de l'antisémitisme qui prospèrent dans toutes les sphères de la société, sur Internet où des individus, parfois des élus, tiennent des propos qui font en réalité l'apologie d'actes de terrorisme, dans des manifestations où sont scandés des slogans antisémites ou appels à l'intifada. Alors c'est vrai que dans les manifs, il peut y avoir des antisémites, c'est possible, comme il y a toujours des imbéciles dans les manifs, mais ce n'est pas le propos de la manifestation. Une nouvelle étape a donc été franchie. Dans ce contexte, nous, députés, représentants de la nation, avons la responsabilité de définir avec clarté cet antisémitisme moderne pour mieux le combattre. À l'instar du choix courageux opéré en 1990 lors de l'adoption de la loi Guessot, mais aussi de réaffirmer les valeurs de la République comme rempart à la propagation de cet antisémitisme mortifère et de poursuivre notre lutte intransigeante contre le terrorisme et son apologie qui sape les fondements de notre démocratie et constitue une menace pour la sécurité de nos concitoyens. En 2019, la représentation nationale a posé les jalons de la prise en compte de ce nouvel antisémitisme en adoptant une résolution destinée à reconnaître la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette définition est la suivante. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non, et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Au-delà du sens strict de cette définition, les exemples qui y sont adossés illustrent de manière plus précise son contenu. Il est ainsi précisé que l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Mais qui n'arrête pas de dire qu'Israël c'est la nation juive,
qui n'arrête pas de mettre le mot juif derrière le mot Israël. C'est vous qui êtes en train de faire cette loi-là, c'est vous qui faites ça. Voilà. Parmi les exemples contemporains d'antisémitisme figure également l'établissement de comparaison entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis. Bon, elle se répète beaucoup, hein. Elle insiste. Si l'adoption de la résolution précitée a été un pas important pour sensibiliser enseignants, forces de l'ordre et magistrats, son caractère non contraignant constitue une limite qu'il nous faut dépasser et appelle à renforcer le cadre juridique existant. C'est pourquoi la présente proposition de loi permettra de renforcer la lutte contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Donc ensuite, il y a des explications par rapport aux articles. Il n'y a que 4 articles. Mais les explications sont plus intéressantes que la lecture elle-même des articles, puisque dans une proposition de loi, il faudrait se référer à tout un tas d'articles pour dire, par exemple, l'article 1, l'article 423.2.5 est ainsi modifié. Donc il faudrait aller dans cet article 421.2.5 pour bien tout remettre en ordre. Donc ça, je ne vais pas le faire parce que ça serait très long, mais vous pouvez le faire si ça vous amuse. Mais je vais plutôt lire les explications de chaque article qui est donné par ceux qui ont écrit ce texte. Alors voilà, l'article 1er. Et là, on va voir si le mot Israël y figure ou n'y figure pas. L'article 1er précise, renforce et étend le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d'apologie publique de tels actes, délit prévu à l'article 421.2.5 du Code pénal, voilà, et puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'article susvisé exige aujourd'hui une provocation directe pour caractériser ce délit. En premier lieu, il est proposé de punir également les provocations indirectes. Le Code pénal utilisant fréquemment les adverbes directement ou indirectement pour définir divers délits. Dire que indirectement on fait l'apologie du terrorisme, je me demande bien ce que ça peut vouloir dire. En deuxième lieu, il est proposé de sanctionner des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Oui, parce que la Palestine, selon les lois internationales, a le droit de se défendre parce qu'elle est une région occupée et tout peuple qui est en situation d'occupation par un État a le droit de se défendre. C'est un droit international. Donc le Hamas, il est ce qu'il est, il a fait des actes terroristes, mais il est normal, dans un certain sens, il est logique de le considérer comme un mouvement de résistance, même s'il résiste de façon horrible. C'est quand même un mouvement de résistance. Donc voilà, on veut empêcher de dire quasiment que la Palestine a le droit de se défendre. Cette proposition consacre ainsi la position du garde des Sceaux dans sa circulaire du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023. Bon, Israël est déjà cité dans les explications de l'article. Le fait d'inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable. Ainsi, la glorification du terrorisme serait systématiquement sanctionnée conformément à la jurisprudence constante. En troisième lieu, l'article 1er prévoit un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes. Ce délit serait sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende afin de respecter le principe de proportionnalité des peines. Donc, toute personne qui est considérée par Israël comme terroriste, c'est-à-dire à peu près tous les Palestiniens, on n'a pas le droit de dire qu'ils ont le droit de se défendre. En gros, si je résume et je caricature, c'est ça.
En quatrième lieu, l'article 1er prévoit l'application des dispositions introduites en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. En cinquième lieu, l'article 1er permet de prendre en considération les dispositions précitées en actualisant les critères qui permettent au préfet de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence ou au terrorisme sous toutes ses formes, même les plus insidieuses. Donc déjà, si on dit même les plus insidieuses, ça veut dire qu'il peut y avoir un jugement totalement subjectif. Ainsi, le représentant de l'État pourrait prendre en compte, à l'avenir, les discours banalisant des actes de terrorisme ou relativisant le danger représenté par leurs auteurs. Moi, je me demande si on peut considérer l'État d'Israël comme un État terroriste. Et tous ceux qui défendent l'État d'Israël donc feraient l'apologie du terrorisme. Je me demande. L'article 2, c'est très court. L'article 2 prévoit un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État ou de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation. Donc cet article 2, en fait, ne se réfère exclusivement que à Israël, puisque ce texte précise un peu plus haut que seul Israël est dans cette position-là. L'article 3 élargit les conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites. Bon. En premier lieu, cet article permet aux associations de pouvoir se constituer partie civile à chaque fois que la circonstance aggravante de racisme et d'antisémitisme prévue par l'article 132-76 du Code pénal est retenue. En second lieu, cet article permet aux associations antiracistes de pouvoir se constituer partie civile dans le cadre d'une nouvelle, alors ils auraient pu se relire, dans le cadre d'un nouveau délit relatif à la provocation, à la destruction ou à la négation d'un État créé par la présente proposition de loi. Voilà, donc on revient toujours sur la négation de l'État d'Israël, puisque selon elle, c'est le seul qui est dans ce cas-là. Enfin, l'article 4 vise à préciser et étendre le délit de contestation de la Shoah, en consacrant plusieurs apports essentiels de la jurisprudence. Alors, bon, ça existe déjà, le fait de contester la Shoah, ça existe déjà dans la loi, c'est interdit. Ça s'appelle le négationnisme, c'est déjà puni par la loi. Donc là, je ne comprends pas trop la nécessité de faire ça, mais on va voir en quoi ce texte de loi pousse peut-être un peu plus loin ce qui existe déjà. En premier lieu, le dispositif reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que l'article 24 bis de la loi de 1881 n'exige pas que les crimes contre l'humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, en application de l'article 9 du tribunal de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais qu'il suffit que les personnes ainsi désignées les aient décidées ou organisées, même si leur exécution matérielle a été partiellement ou complètement le fait de tiers. Ainsi, tomberait clairement sous le coup de la loi la contestation du rôle de Vichy dans l'arrestation et la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, l'affaire Zemmour, par exemple. Mais bon, il a été condamné pour ça, Zemmour, pour avoir fait du négationnisme. Donc ça existe déjà. Donc je ne comprends pas bien la nécessité de faire ça. En second lieu, le texte précise que cette contestation peut consister en une négation, minoration, relativation ou banalisation outrancière et qu'elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, par voie d'insinuation ou de comparaison, d'analogie ou de rapprochement. Voilà, on y est. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourrait, par exemple, toutes les polémiques qu'on fait parce que Mélenchon a dit un mot de travers, ça pourrait s'inclure là-dedans. C'est ce que je comprends, moi. Maintenant, vous me direz si vous comprenez la même chose. Seraient ainsi punissables des propos qui, même sans remettre en cause la réalité de la Shoah, minimisent et banalisent les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps. Bon, ça c'est déjà puni, je suis désolé. C'est déjà puni.
Le père Le Pen avait été condamné parce qu'il avait parlé du point de détail des chambres à gaz. Donc c'est déjà puni par la loi, ça. De même, la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi, la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah. Ah bon? Le fait de dire que quelqu'un d'autre, un autre État qui existe en ce moment, fasse la même chose, ou quelque chose d'approchant, ou quelque chose de similaire, en tout cas dans l'esprit, que ce qu'a été la Shoah, ça met la Shoah, en fait, en tête de tout ce qui peut se passer de similaire, et on n'a pas le droit de comparer tout acte génocidaire à la Shoah. Donc, là aussi, ça peut inclure le mot génocide. Peut-être que ça va sous-entendre qu'on ne pourra même plus dire qu'il y a un génocide en ce moment à Gaza, puisque ça serait comparer l'État d'Israël au régime nazi, que de dire que l'État d'Israël commet un génocide. Vous voyez? Donc voilà, c'est très tordu. En troisième lieu, cet article prévoit l'application des dispositions précitées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'exposé des motifs, qui est très long, très détaillé. Parce que comme ils n'ont pas pu mettre dans le texte de loi, qui a été retoqué un peu par le Conseil d'État, je crois, donc ils ont été obligés de supprimer des choses dans leur proposition de loi, parce qu'elle n'était pas, ça n'allait pas, c'était pas conforme à la Constitution. Donc ils l'ont mis, tout ça, ils l'ont mis dans le texte d'exposé des motifs. Donc que Aurore Berger, à moins qu'elle n'ait pas lu elle-même, elle nous accuse de ne pas avoir lu le texte de loi, peut-être qu'elle-même ne l'a pas lu. En tout cas, elle n'a pas lu l'exposé des motifs, parce que le mot d'Israël, il y est tout le temps, et tout l'exposé des motifs ne concerne exclusivement que Israël, en fait, et pas le véritable antisémitisme qui existe, et qui est à peine effleuré dans son exposé des motifs. Donc, je vous donnerai le lien si vous voulez aller lire les articles par eux-mêmes, mais lire les articles, c'est toujours un petit peu fastidieux. Voilà, donc je vais revenir à Manuel Bompard ce matin, une toute petite courte séquence. Il y a eu une interview pas très très longue non plus en elle-même, mais il y a une petite séquence que j'ai trouvée intéressante à relever. Votre parti, notamment pendant la campagne municipale, a lui-même été accusé de flirter avec certains propos antisémites. Récemment, David Guiraud lui-même a évoqué les dragons célestes. Pourquoi est-ce que vous jouez, alors que vous êtes accusé parfois de pouvoir avoir des propos limites, pourquoi vous continuez à jouer à la marge? Mais je joue avec rien, moi. Pas vous, je parlais de mais personne à la France Insoumise et les élus de votre joue. Parti. Non, on ne joue pas. Et personne à la France Insoumise ne joue avec alors pourquoi dragon céleste? Je répète quand même qu'il est un terme sur les réseaux sociaux désigné de façon péjorative. Non, pas dans la bouche de David Guiraud, mais si vous voulez, on peut reprendre chaque propos, essayer de le déformer pour essayer d'accréditer une thèse qui est que la France Non, mais là, insoumise... il ne s'agit pas de reprendre justement chaque propos. Madame, si c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, vous m'avez interrogé déjà sur 3 propos sortis de leur contexte pour essayer de faire croire que j'aurais quelque ambiguïté que ce soit avec l'antisémitisme. Je vais vous dire une chose très simple. Je ne parlais pas tout. De la France insoumise. Alors, je voulais revenir sur cette histoire de dragon céleste. Je suis désolée, mais pour moi, et je pense pour énormément de gens qui ne font pas partie des milieux antisémites, on ne connaissait pas la signification de ce truc-là. Et je pense que David Guiraud ne le connaissait pas non plus en tant que parole antisémite. D'ailleurs, il l'a retiré après, parce qu'on lui a dit, ça fait... c'est un... Comment on appelle ça déjà ? C'est un truc, un mot que les antisémites se disent entre eux, et avec ce mot-là, ils se reconnaissent entre eux. Mais puisque nous, on n'est pas antisémites, on ne fait pas partie de ces groupes Internet où il est question d'antisémitisme, et où justement on va employer certains mots pour ne pas dire juif, par exemple, ou pour ne pas dire qu'on est antisémite, mais qui vont faire reconnaître qu'on l'est. Et pour ça, il faut l'être. Leurs polémiques sont complètement artificielles, en fait, complètement artificielles, parce que on ne connaît pas, nous, à part certains trucs,
Il y a des citations, par exemple, qui viennent je sais pas moi, de Pétain ou des choses comme ça. Elles sont extrêmement connues, mais pas tous ces petits trucs-là. Ce sont des choses qui ont été inventées par des groupes antisémites ou racistes si ça concerne d'autres choses, ou contre les femmes, ou contre des propos discriminatoires, mais qui sont des codes. Et on ne connaît pas forcément les codes. Voilà. Si on n'est pas antisémite, on ne les connaît pas, ces codes-là. On peut les employer tout à fait innocemment. Donc ils nous font des histoires pour quelque chose. En plus, elle dit récemment, David Guiraud, ça commence à faire un petit moment, cette histoire de dragon céleste. Hein. Je ne me rappelle plus exactement quand, mais ça fait au moins plus d'un an. Donc c'est pas récemment. Hein. Donc elle a été farfouillée dans les trucs pour ne pas accuser que Mélenchon et pour dire, vous voyez, c'est votre mouvement, votre parti en plus, elle dit, c'est votre mouvement qui provoque tout le temps, qui balance des trucs antisémites. Par contre, les trucs islamophobes prononcés par tout le monde, là, ça les gêne pas. Voilà, bon. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire avec... ça m'a tellement foutu en rogne, cette réponse d'Aurore Berger, que j'ai dit, bon, je vais répondre. Voilà, je vais répondre en vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue, que ça n'a pas été trop ennuyeux. Et je vous dis merci d'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.